Alors bonjour à tous, donc je fais cette vidéo pour faire le point sur la séquence 2, les risques liés à l'activité physique. Donc en fonction de votre classe, de votre groupe, on ne sait pas tous arrêter au même moment dans ce chapitre. Mais pour rappel, il faut absolument qu'on commence ce chapitre sur l'approche par le travail. Donc on a mis en suspens, on va dire, ce chapitre. Je vous ai déjà distribué la fiche synthèse avec les notions à connaître et les préventions associées à ce risque. Mais je vais quand même faire cette vidéo pour vous refaire la correction de la grande majorité des questions du cours. Donc, on va commencer par la séance 1, situation à risque et effets physiopathologiques. Donc, ce chapitre commençait, comme à chaque fois, par une situation à problème, et plus particulièrement la situation à problème de Clarence menuisière à la suite d'une reconversion professionnelle. Donc, vous deviez faire le schéma du principe d'apparition d'un dommage. Donc, bien évidemment, avant de faire le schéma, il faut identifier les différents éléments qui vont le composer. Donc, pour cela, moi, j'ai tendance à dire que vaut mieux toujours commencer par le dommage. C'est plutôt facile à trouver, hein, c'est toujours une blessure. Donc, on avait le choix. On pouvait à la fois dire qu'elle avait une douleur au dos, on pouvait dire qu'elle avait une lombo-sciatique aiguë. Donc, pour rappel, lombo pour lombaire, sciatique pour dire que c'est le nerf sciatique qui est atteint. Et enfin, on pouvait également dire qu'elle avait une affection chronique du rachis lombaire. Affection, ça va être la même chose que atteinte. Chronique, ça veut dire qui est apparu sur le long terme. Une atteinte sur le long terme de quoi? Du rachis lombaire. Donc, rachis pour colonne vertébrale et lombaire pour la zone des vertèbres lombaires. Donc, on verra un peu plus tard dans cette vidéo. Ok, ça c'était pour le dommage. On pouvait mettre trois phrases, trois mots si on veut différents dans le schéma. Ok. Bon, ensuite, on continue plutôt par la personne. Clarence, 45 ans. Ensuite, le danger. Quel est l'élément qui a blessé Clarence? C'est la charge. La situation dangereuse, c'est-à-dire ce que fait Clarence avec ou à proximité du danger. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle assure la mise en stockage, et notamment l'empilage et le désempilage. Et enfin, quel est l'événement qui a fait tout basculer? Quel est l'événement qui a fait apparaître le dommage? C'est lorsqu'elle a soulevé la charge lourde ou encore lorsqu'elle s'est redressée avec. Donc là aussi, on pouvait mettre deux phrases différentes. Ok, si donc on agence tout cela sous la forme de schéma, voilà ce qu'on obtient. Pour rappel, et pour le bac blanc aussi, vous devez plutôt être capable de refaire ce schéma. Donc, apprenez bien ce schéma. Commencez par faire le cercle qui est en lien avec le danger, puis faites le cercle qui est en lien avec la personne. Parce que vous faites ces deux cercles, vous vous arrangez pour que ces deux cercles s'entremêlent, se croisent et laissent une zone qui est donc commune aux deux, une zone où on a à la fois un danger et à la fois une personne, c'est-à-dire une situation dangereuse. Et ensuite, lorsqu'on a une situation dangereuse, on a un événement déclencheur. Et c'est lorsqu'on a ces quatre éléments qu'on a ici, et uniquement lorsqu'on a ces quatre éléments, qu'il y a l'apparition d'un dommage. Ok? Donc, apprenez ce schéma. Lorsque vous refaites ce schéma, lorsque vous vous entraînez à faire ce schéma, arrangez-vous pour que les flèches arrivent bien dans cette fameuse partie qui est commune à la fois au danger et à la personne. Une situation dangereuse, c'est quoi? C'est bien une personne à proximité d'un danger. C'est bien ce qu'on a schématisé ici. Et pourquoi on a pris la forme de l'éclair? C'était pour dire que quelque chose de soudain, d'inattendu arrive plutôt pour schématiser l'élément déclencheur. Ok, donc je me répète une dernière fois, ce schéma est à connaître par cœur. Vous êtes capable de le refaire pour le bac, sans les couleurs, hein, bien évidemment, mais être capable de le refaire. Ok, dans la question numéro 2, vous deviez déterminer à l'aide du doc 1 le niveau de gravité et la probabilité d'apparition du dommage. Pour rappel, hein, comment on fait
Comment on fait cela? Comment on détermine la gravité? On applique textuellement, stricto sensu, ce que nous avons ici. On vous dit que le dommage est grave s'il n'engendre aucun arrêt de travail. Si l'accident de travail ou la maladie professionnelle entraîne un arrêt de travail, il sera catégorisé comme moyen. Si l'accident de travail ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente partielle, le dommage sera dit grave. Et enfin, si le dommage a ou peut entraîner la mort, il sera considéré comme très grave. Donc, en fonction des informations que vous aviez dans le texte, vous devez déterminer si c'était faible, moyen ou grave. Pour rappel, dans le texte, on vous dit que Clarence a une lombo-sciatique aiguë avec risque d'apparition d'une incapacité permanente partielle. Il fallait donc dire qu'on était dans un dommage de catégorie 3, un dommage qui était grave. Pour la probabilité, comment on fait? On va utiliser cette partie du schéma. Et on va partir du départ, tout simplement. Ok, on arrive au départ, on commence au départ plutôt, et on se pose comme question cela. Est-ce que la fréquence ou la durée d'exposition au phénomène dangereux est courte ou sur une longue période? Donc, pour rappel, Clarence, on vous dit qu'elle travaille dans l'entreprise depuis 5 ans et on vous dit également qu'elle assure la mise en stockage très fréquemment. Donc, il fallait partir sur la partie basse du schéma puisque Clarence est exposée au danger sur une longue durée. C'est bien ce qu'on a écrit ici. Donc, on se déplace sur la partie basse. On est ici. Et on va ensuite se poser la deuxième question. Probabilité d'apparition d'un événement déclencheur. Pour rappel, l'événement déclencheur de la situation de Clarence, c'est lorsqu'elle soulève la charge lourde, lorsqu'elle se redresse avec la charge lourde. Est-ce que la probabilité que Clarence se redresse avec une charge lourde est élevée lorsque son métier est entre autres de déplacer des charges lourdes? Eh bien oui, bien évidemment, on était sur une probabilité d'apparition d'événements déclencheurs qui est élevée. Et donc, si on continue de suivre, on arrive donc sur une probabilité du dommage qui est de niveau 4, c'est-à-dire très probable. C'est ce que j'ai écrit juste là. Une fois qu'on a déterminé la gravité et la probabilité d'apparition du dommage, on va pouvoir déterminer sa priorité. C'est ce qu'il fallait faire dans la question 3 que je vous ai remis ici. Comment on détermine la priorité? On l'a fait plusieurs fois cette année, mais je vous le réexplique encore une fois si jamais vous en avez besoin. Donc, vous avez déterminé un niveau de gravité qui est ici. Et vous avez aussi déterminé un niveau de probabilité qui est celui-ci, très probable. Qu'est-ce que vous faites sur votre schéma, sur votre document? Vous tracez une flèche jusqu'à atteindre la probabilité que vous avez trouvée. Donc, vous faites converger les deux flèches. Puis, vous faites une flèche qui part de la probabilité que vous avez trouvée, qui arrive jusqu'à la gravité que vous avez trouvée à la question précédente. On arrive donc sur une case qui est rouge. On va ensuite se fier à la légende qui nous dit que la case rouge correspond à une priorité à faire d'urgence. Donc, pour la question 3, il fallait dire priorité à faire d'urgence. Passons au document 5. Donc, j'ai sauté volontairement la question 4, 5 et 6. Pourquoi? Car la question 4, 5 et 6 vous avez directement la réponse dans la fiche synthèse. Donc, la question 4, c'était sur l'activité physique statique et dynamique. Donc, vous avez leur définition dans le texte, dans la fiche synthèse, avec les différentes conséquences associées. Et vous avez aussi dans la fiche synthèse la définition d'une posture contraignante avec les conséquences associées. Donc, on va passer au document 5 où on parlait de la fatigue musculaire et des contractures. Alors, vous deviez, dans la question 7.1, identifier les causes
de la fatigue musculaire en soulignant en vert et identifier les causes de la contracture en soulignant en bleu. Donc, c'est ce que vous avez ici. C'est ce que j'ai fait. Donc, la fatigue musculaire apparaît à cause du fait que le muscle est trop sollicité et également à cause de l'accumulation de déchets comme l'acide lactique ou encore à cause de la saturation des mécanismes de transport d'O2. Saturation, ça veut dire que les mécanismes d'O2 travaillent au-delà de leur capacité. Ils sont saturés, ils fonctionnent déjà à plein régime et on ne peut plus aller au-delà de la capacité normale du mécanisme de transport d'O2. Pour la contracture, comme cause, on va retrouver le fait d'exercer un exercice physique prolongé, d'avoir fait un mouvement contrarié, et enfin, on retrouve encore une fois l'accumulation de ce fameux déchet métabolique qu'on appelle l'acide lactique. Donc l'acide lactique, comme son nom l'indique, c'est un acide, et donc c'est une molécule acide qui va entraîner une acidification du muscle. Cette acidification du muscle va avoir comme conséquence à la fois de la fatigue musculaire ou encore des contractures. Cet acide lactique est dû à quoi? En fait, il apparaît dans votre muscle lorsque vous travaillez physiquement sans respirer. Vous pouvez avoir la meilleure respiration au monde sans vous en rendre compte. Quelques secondes, quelques fractions de secondes, vous allez travailler en apnée et c'est pendant ce travail physique en apnée que va se mettre en place la production de ce déchet, l'acide lactique. Et lorsqu'on a beaucoup d'acide lactique, on va avoir des conséquences sur notre muscle qui vont de la fatigue à la contracture. Donc justement, à quoi sert la phase de récupération? Elle va permettre de éliminer les déchets, comme l'acide lactique, de se réapprovisionner en O2, en dioxygène et en glucose. Et le glucose, c'est le sucre, je vous rappelle, si jamais vous l'avez oublié. Et cela va donc permettre de limiter les contractures, crampes et courbatures. On est d'accord que c'est admis pour tout le monde que on ne va pas faire un match de foot, un match de basket d'1 heure, 1 heure et demie, à plein régime tous les jours. Donc, on va habituellement faire des pauses, faire des phases de récupération entre des activités physiques dynamiques à forte intensité. Ça, c'est admis par tout le monde. En revanche, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que au quotidien, dans nos activités de travail professionnelles, on va avoir de l'activité physique statique et aussi un petit peu d'activité physique dynamique. Et ces deux activités physiques, qu'elles soient statiques ou dynamiques, vont entraîner l'apparition de déchets. Et vous ne pouvez pas appeler votre patron le soir à 17h et lui dire « Demain, je ne viens pas au travail pour réoxygéner les muscles pour ma phase de récupération. » Donc, tout le problème est là. C'est qu'au travail, on va avoir une activité physique cachée, si vous voulez, qu'on ne se rend pas forcément toujours compte, qu'elle soit statique ou dynamique, qui va participer à la création de déchets métaboliques. Et comme le lendemain, on repart au travail, on continue à accumuler ces déchets. Et c'est ce qui va être responsable sur de longue durée, entre autres, de conséquences au niveau de nos muscles, de nos tendons, etc. Donc, en fait, c'est l'accumulation de ces déchets qui va avoir des conséquences plus tard dans notre vie. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la séance 2, les risques liés à l'activité physique et on va ainsi voir leur prévention. Donc, dans le document 6, qu'est-ce que les TMS? Donc, TMS, pour rappel, ça veut dire troubles musculo-squelettiques. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo qu'on avait vue en cours en scannant le QR code. Et à gauche de ce document, vous avez un exemple de plusieurs TMS. Donc, on a la tendinite de la coiffe des rotateurs qu'on va voir un peu plus loin dans le cours. On va avoir la sciatique, l'hernie discale et la cruralgie. La sciatique et l'hernie discale, on va également l'avoir tout à l'heure. Et si vous voulez, la sciatique, ça va être l'atteinte du nerf sciatique. On va avoir une douleur à la jambe qui va partir de la fesse jusqu'au mollet. Donc, ça va plutôt être situé, c'est une douleur qui va être postérieure au niveau de la jambe. En revanche, la cruralgie que vous avez là, on va plutôt avoir une douleur sur la partie antérieure de la jambe. Donc, en fait, la face de devant, si vous préférez. Au niveau du coude, on peut avoir une bursite ou encore un hygroma. On va également avoir le syndrome du canal carpien dont on vous parle plus précisément, dont on en parle plus précisément dans cette vidéo que vous avez là.
qui va toucher à la fois les femmes de ménage, les caissières, caissiers, que on avait également parlé des joueurs professionnels de jeux vidéo. Hein. Ils sont sur toute la journée sur leur sur leur chaise, devant leur ordinateur, et ils font uniquement des mouvements avec leurs poignets, ce qui va faciliter l'apparition de cette tendinite. Donc, qu'est-ce qu'un TMS? Vous devez connaître la définition de TMS par cœur. Les TMS sont une atteinte des tissus mous, muscles, tendons et nerfs, se trouvant au niveau d'une articulation et résultant d'une hypersollicitation de celle-ci. Donc, j'ai surligné en jaune la définition à proprement parler de TMS. C'est ce que vous devez connaître, c'est ce que vous devez connaître par cœur. Trouble musculo-squelettique, c'est une atteinte de tissu mou due à une hypersollicitation de l'articulation. On va retrouver plusieurs pathologies qui vont provoquer de la gêne et également des douleurs. Donc, vous avez une pathologie ici. Les facteurs biomécaniques, c'est en fait les facteurs qui vont favoriser l'apparition de ces TMS. Donc, ça peut être à la fois des positions angulaires articulaires extrêmes. Donc, angulaire, c'est-à-dire qu'en fait, l'angle de l'articulation ne va pas être normal, va être au-delà de son angle normal, ce qui va occasionner des micro-lésions, des micro-douleurs qui, sur le long terme, sur la répétition des gestes, vont être responsables de TMS. On va classer les facteurs biomécaniques en deux familles, ceux qui sont dits directs, donc liés directement au comportement, aux gestes de la personne du salarié, et enfin les facteurs biomécaniques dits indirects, qui, comme son nom l'indique, sont indirectement, comment reprendre, facteurs biomécaniques indirects, comme leur nom l'indique, ils sont plutôt liés à l'environnement du salarié. On va avoir les vibrations, par exemple, qui vont être dues aux outils utilisés, l'ambiance thermique ou encore l'ambiance lumineuse. Que vous soyez en risque, en mélèque ou encore en structure métallique, vous êtes tous confrontés à des facteurs biomécaniques. Ils sont, disons, plus ou moins différents en fonction de vos secteurs professionnels. Donc, dans la question 9, vous deviez choisir une situation professionnelle de l'atelier ou du stage et associer un facteur biomécanique impliqué. Donc, par exemple, avec les risques, on avait vu qu'on avait comme facteur biomécanique l'activité musculaire ou encore la manipulation d'objets fréquemment répétés. En revanche, chez les mélèques et chez les structures métalliques, on va avoir entre autres le port de charges lourdes avec l'application de forces de grande intensité et également le fait d'avoir à porter des charges sur des longues périodes. Donc, en fonction de votre situation professionnelle, en fonction de votre secteur professionnel, on ne va pas avoir les mêmes facteurs biomécaniques impliqués. Dans le document 8, on s'intéressait à l'articulation de l'épaule saine et l'articulation de l'épaule lorsqu'elle est atteinte d'une TMS. Donc, ça, c'est le document 8 en entier. Hein. On va zoomer un petit peu plus pour voir en détail. Donc, dans la partie 1, on avait l'articulation de l'épaule lorsqu'elle est saine avec différentes légendes. Donc, la tête de l'humérus, et donc c'est l'os au niveau de votre avant-bras. On va avoir le tendon qu'on retrouve ici, la coiffe des rotateurs, la bourse et enfin le deltoïde qui est un muscle au niveau de votre avant-bras. Donc, pour éviter le frottement entre le tendon et l'os, on va avoir la bourse qui va au fait agir comme un coussin lubrifiant pour éviter les frottements et permettre le fonctionnement normal, le glissement normal du tendon au niveau de l'os. Si cette bourse n'était pas présente, on aurait en permanence une friction entre l'os et le tendon, cela abîmerait le tendon en premier lieu, ce qui pourrait aussi entraîner un phénomène d'érosion de l'os. Donc ça, c'est l'articulation normale. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'articulation de l'épaule est hyper sollicitée? On va avoir une première phase où on va avoir la tendinite. Donc tendinite pour inflammation du tendon. Je vous rappelle que lorsque vous avez un mot qui se termine par ITE, ça veut dire inflammation de
l'élément qui est présent avant. Tendinite, inflammation du tendon. Boursite, inflammation de la bourse. Donc, on va voir la première phase, qui est la tendinite. Qu'est-ce qui se passe? On sollicite l'articulation de l'épaule. Donc, le tendon est en permanence utilisé. Il fonctionne en permanence et donc, il va augmenter de volume. Il va avoir une inflammation du tendon et il va augmenter de volume. Si vous regardez bien ici, le volume du tendon est supérieur à l'articulation normale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le tendon augmente de volume et donc, il va compresser la bourse. Il va aplatir la bourse, qui va donc moins jouer son rôle de coussin lubrifiant pour faciliter le mouvement du tendon. Ça, c'est la première phase. Dans la deuxième phase, qu'on appelle boursite, eh bien, à force d'aplatir la bourse, elle va se mettre, elle aussi, à provoquer un processus inflammatoire. Elle va donc répondre, si vous voulez, au gonflement du tendon et va à son tour, elle aussi, gonfler et donc aplatir le tendon. Donc, en fait, c'est l'augmentation du volume du tendon, puis l'augmentation du volume de la bourse. Le fait que ces deux structures au niveau de l'épaule soient à un moment compressées, puis à un moment augmentent de volume, ces deux choses-là vont entraîner des douleurs au niveau de l'épaule, mais également, en fait, des difficultés de mobilité. On va avoir des difficultés à bouger l'épaule et donc des difficultés à bouger le bras, à exercer correctement son activité professionnelle, mais également, on va avoir des difficultés à faire des gestes de la vie du quotidien. Donc, après avoir vu les atteintes des articulations, on s'intéresse un peu plus particulièrement aux atteintes de la colonne vertébrale. Donc, dans le document 9, vous deviez mettre le nom des différents types de vertèbres. Donc, ça, c'était pour la question 11. On a 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, encore appelées dorsales, 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées, et enfin, le coccyx, qu'on peut également appeler vertèbre coccygienne. Donc, rappelez-vous, Clarence, elle avait une affection du rachis lombaire, donc une atteinte au niveau des lombaires. Et dans la question 12, vous devez relier chacune des situations à la charnière sollicitée. Donc, la charnière thoracico-lombaire n'est associée à aucune des deux images, c'est juste que les traits passent par ce point, mais pour autant, cela ne la concerne pas. Ok. Dans le document 10, on avait vu un peu quels étaient les efforts physiques à l'origine de pathologies de la colonne vertébrale. Donc, vous aviez à gauche les situations dangereuses et enfin les facteurs aggravants, c'est-à-dire quels sont les éléments qui vont aggraver la situation dangereuse. Donc, vous deviez, dans la question 13, pour chacune des situations différentes, retrouver la situation dangereuse ainsi que les facteurs aggravants associés. Donc, pour l'image numéro 1, on a bien une manutention manuelle, une personne qui va déplacer manuellement une charge. Les facteurs aggravants, ça peut être la masse de la charge, donc c'est-à-dire son poids, 100 kg, la charge à prendre ou à déposer en hauteur. Donc, si on voit bien, la personne est en extension, elle est sur la pointe des pieds, elle est sur ses bras. Donc, on va exercer le poids de la charge également sur les épaules, sollicitation des tendons, et on va devoir maintenir les bras en l'air, toujours la même chose, sollicitation des épaules. Donc, on a bien des facteurs qui aggravent une situation dangereuse où on a une sollicitation de l'épaule. On a ensuite la situation numéro 2, où cette fois-ci, la situation dangereuse est un transport manuel. Donc, la personne transporte manuellement une charge et on va retrouver la taille, la forme et le volume de la charge. Donc, oui, on aurait pu mettre aussi également la masse, mais là, le fait d'avoir une masse qui a une forme, une taille particulière, va faire qu'on va avoir une mauvaise prise et donc qu'on va devoir utiliser l'épaule, non pas avec avec une position optimale. De plus, on voit que la personne pose la charge sur son épaule. Donc, en plus d'avoir l'épaule dans une position qui n'est pas confortable, on va rajouter une charge sur cette articulation et donc augmenter
la possibilité d'apparition d'un TMS sur le long terme. Et enfin, on avait la situation numéro 3 que je ne vais pas détailler, mais que vous pouvez reprendre ici, par exemple, en mettant pause sur la vidéo. Les affections de la colonne vertébrale. Donc, on va en avoir plusieurs. Tout à l'heure, on avait vu que pour limiter le frottement entre le tendon et l'os, on avait la bourse. Donc, cette fonction, cette bourse, on va aussi bien la retrouver, donc là, c'est ce qu'on avait au niveau de l'épaule, mais on va avoir d'autres mécanismes dans notre corps qui vont éviter le frottement entre deux parties. Pour éviter le frottement entre les vertèbres, on va avoir un disque intervertébral. Ce disque intervertébral est à la fois composé d'un anneau gélatineux et d'un anneau fibreux et d'un noyau gélatineux. Donc, ces deux structures, à la fois l'anneau fibreux et le noyau gélatineux, peuvent être abîmés à la suite de mauvais déplacements ou à la suite d'une mauvaise position lorsque l'on porte une charge lourde. Donc, les 4 affections atteintes de la colonne vertébrale, donc on avait le lumbago, la sciatique, l'hernie discale, le tassement discal. Donc, vous pouvez reprendre la correction qu'il y a ici en mettant la pause, par exemple, sur la vidéo pour ensuite voir sur votre cours si on avait fait ou pas la correction. Donc, Clarence, elle avait une sciatique. Donc, juste rapidement quand même, hein, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir, donc en vert, c'est le nerf sciatique et en bleu, c'est les nerfs sensitifs. Donc, ça, c'était pour la correction de la question 14. Et dans la dernière partie du cours, on va s'intéresser aux aux mesures de prévention. Donc déjà, en fonction de votre âge et de votre sexe, vous ne pouvez pas être amené à porter les mêmes charges lourdes. Au maximum, vous pouvez porter une charge lourde de 55 kg, du moins à partir de 18 ans. C'est ce qui est écrit dans le Code du travail. Dans le Code du travail, il est stipulé qu'une personne, pour pouvoir porter une charge supérieure à 55 kg, doit au préalable avoir fait une visite médicale où le médecin va attester, va faire un certificat, une attestation pour dire oui, monsieur un tel a suffisamment de musculature et suffisamment en bonne santé pour pouvoir porter des charges supérieures à 55 kg. En revanche, vous pouvez avoir la meilleure musculature au monde et le meilleur dos carré au monde, vous ne pouvez pas transporter à vous seul une charge supérieure à 105 kg. C'est également écrit dans le Code du travail. Donc justement, pour déplacer des charges lourdes, il existe différentes aides à la manutention. Donc dans la question 16, on avait vu quelques exemples, en passant par le diable et en allant jusqu'au chariot élévateur. Pour porter une charge lourde seule, pour faire une manutention manuelle, il y a différents gestes à mettre en œuvre. Donc là, je vous ai mis le tableau avec la correction, donc les 5 principes de sécurité. Et ici, on a aussi les principes d'économie d'effort. Ici, vous avez le nom d'une vidéo YouTube qui regroupe plusieurs mesures de prévention sur les TMS de manière générale. Pour rappel, lorsque vous portez une charge de 25 kg, si vous respectez ces différents principes de sécurité, le ressenti au niveau de votre oula, on récapitule, on reprend. Si vous respectez les 5 principes de sécurité que voici et que vous portez une charge de 25 kg, il y aura un ressenti au niveau de votre colonne vertébrale qui est de 75 kg. En revanche, si vous portez une charge lourde sans respecter ces principes, en prenant une position inconfortable, en ne respectant pas les différents principes, on va avoir un ressenti qui est multiplié par 15. C'est-à-dire qu'une charge de 25 kg va entraîner un ressenti de 375 kg au niveau de votre colonne vertébrale. C'est bien ça, si je mets ma petite calculatrice, 25 fois 15 égale 375. Donc, d'où l'intérêt de mettre en œuvre ces différents principes, c'est bien d'éviter la répétition de ces charges lourdes sur votre dos, sur votre colonne vertébrale.
Et enfin, pour terminer, on avait le document numéro 13 qui vous présentait l'organisation du poste du travail. Donc, dans un premier temps, dans la partie haute de ce document, on avait donc les dimensions du poste de travail avec les valeurs européennes. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que même s'il y a des valeurs européennes, techniquement, il faudrait adapter le poste de travail aux caractéristiques de sa population. Parce que s'il y a des valeurs européennes, si je ne me trompe pas, il me semble que dans les pays nordiques, la population a une taille qui est plus élevée qu'en France, c'est peut-être plus élevé que d'autres pays de l'Union européenne. Il est donc important d'avoir un poste de travail qui est réalisé, organisé en fonction des caractéristiques des personnes, que cela soit fait, au fait, presque localement. Il serait bien évidemment, d'avoir un poste de travail réalisé pour ses propres mensurations, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours possible de mettre en place. Donc, c'est pour ça que il est quand même important d'avoir une bonne organisation de son poste de travail. On va avoir une zone de travail optimale qui apparaît ici en violet et une zone de préhension maximale. Donc, la zone de travail optimale, c'est donc, si vous voulez, une petite surface. Vous allez ranger dans cette surface les outils, les objets que vous allez utiliser le plus souvent pour éviter d'avoir à répéter les gestes, à étendre vos bras le plus loin possible. En revanche, les objets que vous allez utiliser le moins souvent, les outils qui vont être le moins utilisés, vous pouvez les étendre à ce deuxième cercle, mais sans dépasser la zone de préhension maximale. Vous devez être capable de pouvoir quasiment tout atteindre sur votre poste de travail sans pour autant avoir à quitter votre place. Donc, à partir du document numéro 13, vous deviez compléter ce tableau, attribuer à chaque situation une hauteur d'un plan de travail recommandé. Donc, voilà pour le chapitre 2, les risques liés à l'activité physique. Donc, je sais que la vidéo est un peu longue, elle dure plus d'une demi-heure. Vous pouvez uniquement sélectionner certains passages, mettre la pause pour reprendre la correction si besoin. De toute façon, vous avez la fiche synthèse où je reprends l'ensemble des informations capitales pour le chapitre. Et je termine juste en répétant une dernière fois que la définition de TMS est à connaître par cœur. Voilà, à bientôt, bonne journée à tous.